Madame, Monsieur, bonsoir. Quel avenir pour la presse papier au Maroc? C'est le débat d'aujourd'hui, mais avant, voici l'édito. Fin du 19e, début du 20e siècle. Un certain Joseph Pulitzer disait non sans cynisme, la publicité est le plus important facteur moral et la force de notre vie publique. Ce même Pulitzer dont le credo se résume en quelques notions simples, exactitude, fait, indépendance et sens de la justice. Il fut un des plus grands journalistes et éditeurs des États-Unis. Le pays de l'oncle Sam est souvent cité en exemple en matière d'information car la liberté de la presse est le premier amendement de la Constitution américaine. Dans la nôtre des constitutions, l'article 28 y veille à cette liberté de la presse. En 2004 déjà, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans son discours du trône, affirmait, je cite, « Nous attendons du gouvernement qu'il favorise l'émergence d'entreprises de médias professionnels, libres et crédibles. » Fin de citation. Dans la crise actuelle du modèle d'affaires des médias de par le monde, médias écrits puisque c'est notre thème aujourd'hui, parler d'indépendance relève presque de l'utopie de Thomas More. Et pourtant, des supports américains l'ont atteinte, cette utopie. Au Maroc, avant de parler de modèle économique à adopter pour que la presse papier ne coule pas, il faudra d'abord revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'un modèle marocain de la presse? Faut-il s'aligner sur un modèle français partisan avec une teinte capitalistique ou adopter un style anglo-saxon qui idolâtre les faits et le fond? Et ce dernier, d'ailleurs, a su surmonter la crise avec une arme, le journalisme de qualité. Fact-checking, investigation, enquête et révélation, bref, du contenu journalistique solide et surtout monnayable, complémentaire à l'instantanéité contemporaine de l'info. Encore faut-il accéder à l'information, toute l'information. Et là, nul besoin de comparer avec les pratiques outre-Atlantique. Pour ce qui est du traitement, je citerai l'ancien directeur du quotidien français Le Monde, Hubert Beuve-Méry. La radio annonce l'événement, la télévision le montre et la presse écrite l'explique. Mais revenons au Maroc, où on tâtonne encore pour maintenir le papier en vie, tout en surfant sur le digital pour renflouer les caisses. Baisse du lectorat, fonte des recettes publicitaires, sans parler de la cherté du papier. Le naufrage de la presse écrite menace 10 000 emplois. Du coup, l'État active le mode perfusion. Oui, mais jusqu'à quand? Plus que pécuniaire, les enjeux de cette industrie sont tout aussi importants que n'importe quelle autre industrie de notre économie. Mais ironie du sort, vaines ont été les tentatives pour établir un débat national sur la presse. Et ce soir, nous débattons du sujet sous l'angle économique, naturellement, et en toute transparence, et en compagnie de mes invités qui ont accepté l'invitation d'Éco-Débat ce soir. Bahia Amrani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux. Bienvenue à vous. Merci. En face, j'ai le plaisir de recevoir Hicham Kouar, directeur de développement du groupe Maroc Soir. Hicham Kouar, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci de l'invitation. Et c'est votre premier passage télé. Effectivement. Alors, vous nous honorez en tout cas par ce passage. Également sur le plateau, et il n'est pas son premier ni un dernier passage, Inch'Allah, Driss Essaoui. Bonsoir et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Alors, messieurs, madame, je vous propose de planter le décor tout d'abord. Et la meilleure manière de planter le décor est en chiffres. Et je me tourne vers Hicham Kouar. Les chiffres sont-ils alarmants aujourd'hui? Bon, je voudrais déjà faire un petit commentaire par rapport à la notion de baisse de lectorat pour dire qu'il y a un distinguo d'emblée à faire entre la presse écrite, qui se porte très bien aujourd'hui. Donc les chiffres ne sont pas alarmants, il n'y a pas d'alarmisme. En puissance grâce effectivement à l'émergence des nouveaux canaux de digitalisation. Jamais on a autant écrit, jamais on a autant partagé les articles de presse, jamais on a autant lu les articles de presse. Il faut le dire aujourd'hui, la presse écrite nourrit les débats économiques, elle nourrit les débats sociaux, elle est pour l'essentiel dans la construction de ce qu'on appelle l'intelligence économique, le renseignement économique, donc elle est partie intégrante de l'infrastructure intellectuelle d'un pays. C'est son rôle. C'est son rôle, elle y est. Maintenant, juste pour être dans le schéma de modèle, il est temps qu'on se pose les questions sur son modèle économique. Et c'est là où, bien sûr, je voudrais... En termes de chiffres, Hicham Kouar, est-ce qu'aujourd'hui, les chiffres sont dans le rouge?
je ne dirais pas que les chiffres sont dans le rouge, je dirais plutôt qu'il y a une mutation qui s'opère dans ce marché et qui est tout à fait naturelle. Il y a une triple transformation qui est en train d'atteindre un peu le marché de la presse en général. Il s'agit de ces nouveaux canaux qui émergent et qui sont bien sûr porteurs de cette information gratuite et abondante. Il y a aussi, il faut le dire aussi, il y a cet écosystème de cette presse écrite qui peine à être rentable. Je citerai les 3 acteurs principaux qui sont les éditeurs, les imprimeurs et, bien entendu, les distributeurs, et qui ont un impact direct sur la performance de la presse papier. Et j'irai aussi jusqu'à dire que le changement aujourd'hui du mode de consommation de l'information, il a fait effectivement que la presse papier aujourd'hui est en face d'un nouveau paradigme qui est la proposition de valeur qui devrait bien entendu s'adapter à ce schéma. Maintenant, sur un plan chiffré, on peut dire qu'il y a effectivement une baisse de l'investissement publicitaire sur la presse papier, mais qui n'est pas due à une désaffection par rapport au contenu, par rapport à ce rôle. Quelle est la valeur de cette baisse? Est-ce que c'est une légère baisse et c'est une baisse à 2 chiffres? Si vous pouvez justement chiffrer vos propos. Alors, c'est une baisse à 2 chiffres, on peut le dire. Mais combien en une année? 10%. Alors, 10%. 10%. 10% cette année. Il faut dire que la baisse cette année a été, on va dire, généralisée. Elle a touché pratiquement tous les supports. Donc, on peut dire que l'année 2017 est une année un peu spéciale. Je citerai quelques événements qui ont marqué ce marché. Le boycott, en l'occurrence, qui a fait que tous les supports ont enregistré des baisses. Moi, j'ai quelques chiffres ici que je pourrais partager avec vous, si vous souhaitez. Bien sûr, faites-le. Si... les télés, par exemple, ont baissé de 14%. L'affichage qui a baissé de 18%. Vous avez les radios et le digital qui s'en sortent plutôt bien, avec une évolution respective de 9,5 points et de 10%. Et vous avez la presse qui a quand même connu la plus forte baisse. Elle est pratiquement de 23%. Alors, peut-être que nous reviendrons aussi sur cette combination. Est-ce qu'on parle de presse écrite, alors, et le digital, du coup, est-ce qu'il y a moyen de mixer les deux? Mais avant, je voudrais faire réagir Baïa Malani en tant que représentante, justement, des éditeurs de journaux marocains. Aujourd'hui, est-ce que les éditeurs sentent une sorte de danger? Absolument. Qui les guette? Absolument. Moi, je suis un peu moins rassurée que Simkwar. Nous sommes effectivement dans un secteur qui est en train de souffrir. Concrètement, il ne s'agit pas seulement des entreprises de presse et des journaux, puisqu'il y a toute une chaîne. Quand vous discutez avec les entreprises de presse, n'en parlons même plus, parce que le modèle économique dont vous parliez, l'ancien modèle économique dont vous parliez, repose sur 2 piliers, le lectorat et la publicité. Les 2 sont en chute libre. Maintenant, à partir des entreprises de presse et des journaux, nous allons vers les imprimeurs, les distributeurs, bien entendu, quand ça ne va pas chez eux, ça ne va pas non plus chez les kiosques, etc. Quand vous avez une crise dans une entreprise de presse, elle réduit le tirage. Si le tirage est réduit, ça ne va plus aussi bien chez l'imprimeur. En plus de cela, chez l'imprimeur, au moment où les tirages sont réduits, le prix du papier augmente. Augmente, oui. Et, aussi du fuel, enfin, je veux dire pour transporter, pour les distributeurs aussi, ça coûte plus cher aujourd'hui de distribuer le distributeur a moins de journaux à distribuer d'une part, et il les distribue comment? C'est-à-dire qu'il les prend, il les distribue, il les ramasse, il les ramène, et le taux d'invendu est chaque fois un peu plus important, parce que le lectorat n'est plus autant au rendez-vous. Mais je vais vous dire,
c'est le lectorat qui achète qui n'est pas au rendez-vous. Ça, il faut bien qu'on le précise. Parce que le lectorat, il est au rendez-vous. C'est la matière première de tout ce qui se lit par la suite, y compris dans les sites électroniques. La seule chose, et ça on l'a dit, on l'a répété, on ne va pas le redire encore une fois, mais bon, juste pour rappel, c'est que quand vous avez un numéro qui est vendu, ça veut dire que vous avez 10 lecteurs qui l'ont feuilleté et qui s'en sont inspirés. 10 lecteurs. Chez nous, il y a cette propension à lire gratuitement. Enfin, ailleurs, on paye pour maintenant regarder des films, on paye pour la musique, on paye bien naturellement pour lire, mais au Maroc, on n'a pas peut-être cette culture, tout simplement, d'acheter pour avoir du contenu on n'a pas du littéraire tout cette ou culturel. Absolument, on n'a pas du tout cette culture. Les gens aiment beaucoup être au café et trouver le journal et le prendre et le lire. Et puis, il y en a qui ont la gentillesse de le laisser pour que d'autres le lisent. Il y en a d'autres non. Bon, parfois, ce sont les cafés même qui achètent ces journaux, qui les mettent à la disposition des clients. Et donc vous avez une série. Oui, c'est un véritable problème, bien sûr que c'est un véritable. Nous avons fait une étude à ce niveau-là, au niveau elle a été faite par la fédération, et nous avons bien constaté que la lecture est gratuite, pratiquement au Maroc, elle est gratuite. Hein. Les chiffres qu'on donne sur les exemplaires vendus ne reflètent pas la réalité du lectorat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce lectorat, quand on parle de ces journaux, est-ce qu'il n'y a pas un problème de distribution aussi parce qu'on parle des cafés qui plombent justement les ventes de journaux. Ça, c'est un problème secondaire. Secondaire. C'est vraiment secondaire. Mmh. Il existe, bien sûr, il est important. Oui. Mais il faut d'abord voir ce qui se passe au premier niveau, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'entreprise de presse, l'équipe rédactionnelle se tue à faire des reportages, à faire des enquêtes, à faire des analyses sur les faits, à rapporter l'information, tout cela pour que quelqu'un d'autre vienne, pille tout ça et puis le sorte comme ça, ou alors que ça soit mis sur le marché et que ça soit acheté une seule fois et lu 10 fois. 10 fois. Rapporter l'information. Aujourd'hui, la presse écrite ne peut plus que rapporter l'information, justement, parce qu'il y a l'instantanéité, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. On n'attend plus d'acheter le journal pour avoir l'information. Driss Issaoui, clairement, le modèle économique est agonisant. En tout cas de la presse écrite tel qu'il a été conçu il y a quelques années. Est-ce que il n'a pas été conçu, il a été adopté. Enfin suivi. Bon, c'est pour ça que je parlais dans mon édito d'un modèle déjà, absolument, d'un modèle de presse marocain, made in Maroc. Enfin, made in Maroc, laissez-moi d'abord faire un rappel sur cette presse. Il y a une mémoire pour la presse. La presse au Maroc, il y a une très grande étude faite par, c'est une thèse d'État de Jama' Bida qui a retracé pratiquement jusqu'aux années 56 l'histoire de la presse au Maroc. Oui. On ne va pas revenir à ça, mais c'est très intéressant à lire parce qu'on reprend, c'est une thèse qui explique les grands mécanismes qui ont présidé à la gestion de l'espace presse. Maintenant, revenons à notre presse à nous. À l'aube de l'indépendance, il y a eu des journaux, même bien avant, début du XXe siècle. Il y avait des journaux et c'est un acte militant qui a été journaux partisans. Attendez, il faut que je vous explique. Oui, bien sûr. Non, c'est un acte militant, c'est-à-dire que ceux qui ont créé les journaux par réaction à la colonisation. Ensuite, les journaux partisans, il ne faut jamais l'oublier, ce sont eux qui ont institué la pratique journalistique. Et que c'est vrai que les journalistes qui étaient là n'avaient pas de relations salariales, c'était des militants qui écrivaient, mais le fait de creuser le sillon de la liberté d'expression, de se colter avec le pouvoir, d'avoir justement ce combat permanent, c'est cette presse partisane d'opinion qui n'était même pas d'information qui avait prévalu et qui avait instauré. Et nous avons eu même des journaux qui étaient hérités de la colonisation, comme La Vigie, Le Petit Marocain, etc., où il y avait des plumes marocaines qui avaient appris à travailler avec eux. Maintenant, on arrive au début des années 90. C'est là la date fatidique de la création de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant... Bon, il y a eu des supports qui ont été créés avant. Mais 90 est une date importante parce que c'est là où on a vu naître ce qu'on appelle la presse indépendante, entre guillemets. Quoique ce concept laisse à... Disons, il y a une discussion sur cette presse privée.
On va dire, Plutôt. ça c'est mieux, c'est une belle définition. Plutôt. On va dire c'est une presse privée, c'est-à-dire, et c'est là où on a commencé à parler de modèle économique. C'est là la première fois on a commencé à dire qu'un journal, c'est une entreprise de presse qui a des ressources humaines, qui utilise des facteurs de production, et c'est là où on a commencé à mesurer. Parce que vous avez parlé tout à l'heure que l'État a mis sous perfusion la presse, ça, ils ont toujours été sous perfusion. Parce qu'au Maroc, on a de fâcheuses habitudes. Aujourd'hui, ce sont des défauts qui ont été prononcés, à savoir, Mme Bahi Al-Amrani est en train de nous expliquer qu'il y a des choses complètement anormales. Vous avez des sites web qui font leur menu sur la base de tout ce qui a été produit par un journal. Et personne ne peut parler. C'est-à-dire, alors, ce journal qui a dépensé de l'argent, qui a envoyé des reporters, des rapporteurs, des journalistes, des rédacteurs, etc., qui a fabriqué une information, et il attend de la vente sur le circuit classique. Le soir, même, vous avez tout le contenu qui a été vidé, sans vergogne, et on le met dans des sites web. Des sites web qui, aujourd'hui, justement, ils sont en train de vivre de belles années parce que leur publicité commence à remonter, parce qu'ils n'étaient pas dans les radars des publicitaires. Ils profitent du système, il n'y a rien de mal à cela. Non, il y a des règles. Il y a des règles d'éthique. Où sont ces règles? Pourquoi? Là, les règles existent. Dans un monde capitalistique où il faut vendre, les règles éthiques sont peut-être reléguées au second plan. Mais après, effectivement, où en est ce code de la presse? Il n'y a pas que les règles éthiques. Le code de la presse est très précis. On ne peut pas emprunter à quelqu'un son travail et l'utiliser à son insu, sans son autorisation. Voilà. Sinon, mais selon Sidri, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. Oui, ça se fait, mais systématiquement. Si vous appelez la personne qui l'a fait et que vous la mettez en garde, elle sait très bien ce qui l'attend sur le plan judiciaire, hein, parce que non, ce n'est pas comme ça aussi facile. Mais ça se fait et on se tait. Voilà. Il y a un complot du silence. Alors, bien sûr, il y a aussi la petite pirouette, c'est-à-dire de citer, voilà, de dire, comme il y a eu dans le journal de tel journal, etc. Or, ce qui se passe, c'est que on le pompe complètement. C'est qu'on l'a pris bien avant que le journal ne soit sur le marché. Le journal, par exemple, un quotidien sort à 5 heures de l'après-midi aujourd'hui, pour demain. Si moi, site qui suis malhonnête, achète tout de suite à 5 heures ce quotidien, pille tout ce qu'il y a de bon dedans et le met dans mon site, eh bien, comme vous disiez tout à l'heure, c'est de l'instantané. Je le mets tout de suite en diffusion. Et tout le monde sait ce qu'il y a, mais le journal que j'aurais peut-être, oui ou non, hein, peut-être ou peut-être pas, cité, n'aura, lui, cette même information sur laquelle il a travaillé que le lendemain matin sur le marché. Et peut-être que les gens ne l'achèteront même pas, parce que ça y est, c'est long déjà. Vous savez, moi j'ai peut-être un avis un peu... Différent. Pas différent. Conciliant, vous parlez effectivement d'un mode de production de l'information, je peux le dire, du siècle dernier. Je m'explique. Les journaux n'ont pas innové dans la manière de canaliser cette valeur marchande, hein, si j'ose dire. Je m'explique. J'aurais imaginé qu'on puisse, dans les rédactions classiques, aller dans une philosophie, une logique du web first, ce qu'on appelle le digital first, toute la journée, avec des équipes éditoriales qui, pour servir effectivement cette cible qui a de l'appétence pour l'instantané, pour l'info rapide, souple, et définir une autre proposition de valeur pour le papier qui, lui, plutôt devrait être réservé à des analyses beaucoup plus froides, beaucoup plus approfondies au reportage. Donc, il est question, pour les entreprises de presse aujourd'hui classiques aussi, d'aller dans le fin fond de leur process de fabrication. Ça se fait aujourd'hui, ce que vous dites maintenant. Ça se fait chez plusieurs organes de presse. Il y a le site avec même la nuance que avec des flashs. Alors avec une nuance, avec une nuance, et c'est pour ça que je suis très rassuré. Avec la nuance suivante, c'est qu'il y a un gros brouillard aujourd'hui sur le digital. Nous avons, nous, presse sérieuse, avant, souffert d'un brouillard, du même brouillard, avec beaucoup de titres qui sortaient, qui n'avaient aucun projet éditorial
et ça il faut aussi le rappeler, en ce moment, nous sommes en train de revivre la même histoire avec le digital. Le brouillard encore, il est en train de s'étendre et il fait que aujourd'hui, tout le travail de la presse sérieuse ne soit pas mis en évidence. Et c'est pour ça que je reste rassuré pour dire aujourd'hui, cette mutation est une chance, est une opportunité pour la presse sérieuse. Je peux en parler en partant de ma propre expérience. Oui, bien vous sûr. avez raison. On est mieux écouté, il y a une émergence de presse de qualité. Je peux vous le dire, on est mieux écouté et même nous sommes en train de construire des relations, de nouvelles relations sur des bases solides avec notre écosystème, avec notre marché. Avec le lecteur. Parce que le lecteur, de toute façon, c'est indéniable, est devenu beaucoup plus intransigeant par rapport à ce qu'il lit. Une réaction rapide. À ça. Oui, sans rappel historique, s'il vous plaît, comme ça on avance dans la discussion et peut-être dans les projections. On avancera très facilement. Vous savez pourquoi? Vous avez parlé de modèle. Le business model, le business plan d'un journal, vous savez combien coûte un quotidien aujourd'hui? On va parler au bas mot. 16 pages en couleur, etc. Combien il coûte par mois? C'est une hémorragie. C'est à partir d'1 million de dirhams. Est-ce que vous avez cette réalité? Qu'est-ce qui pèse le plus? D'abord, vous avez la masse salariale, le papier, vous avez le papier, l'imprimerie. Vous avez, alors tout ça, c'est-à-dire, moi j'ai parlé, c'est une moyenne idéale que j'ai donnée. Imaginez un journal. Il est vrai que dans votre business plan, vous faites toutes les charges, mais en même temps, vous prévoyez un certain nombre de recettes en fonction de votre positionnement sur le gâteau publicitaire. Les règles voudraient qu'on fasse une corrélation entre le taux de circulation du journal, sa présence sur telle ou telle cible. Les annonceurs, ils ont déjà cette contrainte de rationalisation des budgets. Ils sont confrontés eux-mêmes dans leurs organisations, leurs propres organisations, à cette notion de rationalisation des budgets. Donc ils rendent compte, hein. Vous avez tous les départements et directions comme. Mais est-ce que l'organe de presse rend compte à l'annonceur? L'organe de presse... Voire même par rapport à ses choix éditoriaux? Non. Alors là, du tout. Non, ça serait trop grave. Ça serait trop grave. Par contre... Je pose la question. Non, je réponds. Par contre, les organes de presse ont ce devoir de... Je le dis, hein, parce qu'ils ont adhéré à cet organisme de justification de la diffusion, ils ont le devoir aujourd'hui d'être transparents sur leur vente, sur leur diffusion, sur cette diffusion qui est payée et non payée, parce qu'il faut rappeler que l'OJD prend en compte cette notion de l'audience. J'y arrive. Nous sommes en version encore qui est améliorée parce que nous avons rencontré les responsables de l'OJD et ils nous ont proposé d'aller un peu plus loin en intégrant l'abonnement numérique aussi dans cette configuration. Moi, je pense qu'il y a un devoir de transparence. Que les supports. Très bien. Peut-être une réaction rapide avant la pause. Alors, une réaction immédiate. Écoutez, ce n'est pas l'OJD qui nous impose la transparence. Oui, l'OJD est là. C'est un outil, je n'ai pas dit qu'il impose. C'est un outil de transparence. C'est un outil. Moi, je vais vous dire, déjà dans le code de la presse, il est clair que nous devons publier les tirages. Et nous, au niveau de nos relations avec le ministère et de la commission paritaire qui, elle, donne le numéro de commission paritaire à tout journal qui devient légalement... Alors, déjà, à ce niveau-là, un journal, un média ne peut pas avoir de subvention s'il n'est pas dans une totale transparence. Et je vous assure qu'il n'existe pas d'entreprise qui soit aussi disséquée, j'allais dire déshabillée, que l'entreprise de presse devant le ministère pour avoir la subvention. Il faut donner, bien sûr, le tirage, on n'en parle même pas. Il faut donner la masse salariale avec les détails. Il faut donner absolument toutes les activités. Je ne vais pas m'étaler puisque vous m'avez dit rapidement. Madame Baya Amrani, on parlait juste du marché publicitaire. Non, mais c'est pas par rapport à vous, voilà, je complète. Je parlais de transparence par rapport... Non, pour ne pas déformer mes propos, je parlais de transparence par rapport au marché publicitaire. Oui, alors je continue sur le marché publicitaire. Alors ça, c'est la transparence administrative et la transparence vis-à-vis de l'administration. Maintenant, pour le marché publicitaire, je suis désolée, mais de tout temps, il y a eu deux arguments.
Il y a eu le tirage et puis il y a eu la cible. Il y a des journaux qui tirent à des milliers d'exemplaires, qui tiraient avant à des milliers d'exemplaires, mais qui ne sont pas du tout la cible d'une banque ou la cible d'une assurance ou la cible d'une voiture qualité haut de gamme, etc. Et il y a la cible de, bon, par exemple, vous pouvez vendre que quelques milliers, mais vous intéressez ce secteur-là. L'annonceur, c'est ce qu'il voit. Il ne vous demande pas vraiment de lui donner tous les chiffres. Il voit dans quel créneau vous êtes, à quelle cible vous vous adressez. Effectivement, Madame Et il y a une transparence là-dessus. C'est le cas, on croise la diffusion, c'est juste pour compléter, on croise cette diffusion chiffrée, qui est juste d'inspiration comptable. Le contrôle est d'inspiration purement comptable. C'est-à-dire, vous avez un tirage, vous avez des ventes, donc on va un peu dans vos livres et on fait ces rapprochements. Mais le plus intéressant, vous venez de le dire, c'est cette cible et cette affinité avec la cible. Et pour cela, moi je le dis, il y avait de bonnes pratiques avant, et les supports achetaient des études, faisaient des études sur leur cible, et on affinait tellement ces études pour avoir même le coût, pour ce qu'on appelle le GRP, on l'avait par rapport même à certaines cibles pour certaines campagnes. Donc pour dire que la presse a joué le jeu. Très bien. Et nous jouons aussi le jeu de la transparence sur ce plateau. Je vous propose donc de continuer ces discussions après cette courte pause. Merci de rester avec nous tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors en deuxième partie d'émission aujourd'hui, nous allons parler de comment sauver cette presse qui vivote aujourd'hui, cette presse papier bien naturellement. Alors, il y a l'État qui intervient. Il y a des subventions qui ont été annoncées par le ministre de tutelle. Je me tourne vers Bahia Amrani. Les subventions, donc on voit un peu le bout du tunnel. Et il y a un contrat-programme qui est aussi dans le pipe. Parlez-nous-en, si vous le permettez. Alors, juste une petite remarque. Vous l'avez dit tout à l'heure, la subvention, c'est une perfusion. Bien sûr, elle est très importante. Moi, je peux vous donner les chiffres. Pour 2018, c'est le ministère qui les a donnés, donc ces chiffres-là sont officiels. Il y a eu 71 millions de dirhams de distribués, environ, un peu plus, un tout petit peu plus. Mais c'est une vingtaine de supports. 71 millions sur 76 supports. 76 supports, dont la presse papier et la presse électronique. Très bien. 16 régionaux, 16 électroniques, et puis bon... alors, il y a cette subvention-là, oui. Et bien entendu, nous essayons d'avoir un peu plus chaque fois, parce qu'il y a chaque fois plus de candidats à cette subvention. Bien évidemment, tout titre, tout média qui remplit les conditions pour avoir un numéro de commission paritaire et pour avoir la subvention, il y a droit. Donc, chaque fois, il y en a un peu plus, et donc il en faut un peu plus. Mais ce n'est qu'une perfusion. Nous l'avons dit tout à l'heure et nous y revenons. Ce qu'il faudrait, c'est un nouveau modèle économique qui puisse permettre à la presse de vivre sans avoir à attendre uniquement l'aide qui, de toutes les manières, je vous le dis, vous pouvez demander à n'importe quel média, pour chaque média, la subvention qu'il reçoit ne couvre que 2 à 3 mois de ses, parfois 6 mois, en principe, de ses dépenses. En principe, ce qui est prévu dans la commission paritaire, c'est que pour les régionaux, ça ne dépasse pas les 60% des dépenses globales, et pour les quotidiens et les hebdos, soit 40% des dépenses, ça ne doit pas dépasser, la subvention ne doit pas dépasser 40% des dépenses. Mais je vous assure que ça ne couvre pas plus de 2, 3, allez, 4 mois de dépenses globales. Alors, quand on parle de cette subvention-là, et quand on parle justement de presse écrite, à qui profite-t-elle? Est-ce qu'elle profite aux journalistes? Qu'est-ce que le nerf de guerre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'un journal soit sérieux, comme vous le disiez, comme vous le définissiez tout à l'heure? Driss Essaoui. Un journal doit avoir une ligne éditoriale pour justement définir son sérieux et qui permet au lecteur de choisir. Oui. Mais surtout, il faut une équipe, que ce soit en digital ou en papier, il faut des journalistes. Ces journalistes, c'est vrai que de plus en plus, on a des profils beaucoup plus intéressants que par le passé, mais ces gens sont liés par une convention collective qui est signée par la fédération, par le ministère, par le syndicat de la presse. Cette convention collective permet aux journalistes d'être dans un SMIG salarial, mais en même temps de couverture sociale. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ces charges salariales deviennent un fardeau pour des entreprises qui essaient justement de changer de modèle. Quand on est sur un modèle classique,
un modèle journal papier, quotidien, etc. Et qu'on a une masse salariale. Et ça, on l'a vu dans des crises de journaux que l'on a vu, et ils ont eu des difficultés à émerger. Alors là, le problème qui se pose, c'est comment gérer cette ressource humaine qui est importante. En fait, il y a aussi beaucoup d'immigration entre les rédactions parce qu'il y a toujours un nouveau projet qui vient, qui est doté d'un budget d'investissement au DADA. Il débauche de chez l'autre, etc. Ça, ce n'est pas le problème. Mais le problème, il est où? Il est au fait que les journalistes qui sont recrutés ils ont droit à une formation tout au long de la vie. Et il faut que les entreprises de presse, si elles veulent mériter ce nom, qu'elles investissent dans un plan, dans une ingénierie de la formation pour pouvoir accompagner ce métier qui évolue et pour pouvoir justement aller vers des formes de collecte, de traitement de l'information où on peut avoir un mix entre la presse papier, la presse télévision, parce que maintenant, on est dans pluridisciplinaire. On est pluridisciplinaire. Alors, Hicham Kouar, peut-être une réaction et aussi rapide, s'il vous plaît. Et aussi, comment adapter ce journaliste à cette pluridisciplinarité que citait Idriss Essaoui, et notamment vers le digital? Je voudrais réagir juste par rapport à la subvention. Je dirais qu'aujourd'hui, la démarche, elle devrait être systémique. Elle devrait prendre en compte tous les acteurs de la chaîne de valeur, qui sont les éditeurs, les imprimeurs et, bien entendu, les distributeurs. Donc, on ne peut plus partir d'une démarche qui est à sens unique et qui concerne les éditeurs. Ces acteurs peinent aujourd'hui à dégager de la rentabilité, on le sait. Donc, la solution ne peut provenir que d'une initiative de restructuration, un peu, et de mise à niveau de cet écosystème. Ça, c'est ma première remarque par rapport à la subvention. Donc, je vois aujourd'hui... Vous voulez qu'on étale? Pas qu'on étale, mais qu'on aille un peu plus loin et qu'on aille jusqu'à penser à des fonds de restructuration, à des fonds de mise à niveau de cet écosystème, qui est, pour moi, important. Mais oui, ça émane de qui, tout cela? Ça relève de qui pour tout mettre à niveau? Si on parle il n'y a pas vraiment de débat national pour la refonte de la presse. Il faut tout faire aujourd'hui pour attirer l'attention. Vous dites il faut tout faire, mais c'est la main invisible d'Adam Smith. Encore une fois, c'est comme pour le modèle économique du Maroc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors qui? Quand vous dites il faut, parce que la Fédération des éditeurs est représentée aujourd'hui. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a une conviction qui est en train de faire un peu son chemin et qui est en train, effectivement, de reconsidérer tout l'écosystème de la presse papier et qui part de ce postulat qu'une presse papier performante a besoin, effectivement, d'une distribution performante et a besoin aussi d'imprimeurs performants. Alors, quel est le maillon faible de cette chaîne de distribution, de cette chaîne de valeur, pardon? Quand j'ai dit que c'est systémique, et on peut le démontrer... Quel est le maillon faible? Il n'y a pas de maillon faible. Le seul maillon faible, et je peux le dire, c'est le positionnement au marché que les supports de presse encore n'arrivent pas à changer. Il faut qu'on sorte de la bataille de l'information sur le papier. Il faut qu'on trouve un nouveau rôle pour le papier. Il faut qu'on adapte le papier à une nouvelle consommation de lecture. C'est oui, vous le disiez tout à l'heure, fondamental. Bien entendu, changer le contenu. J'ai retenu ce qu'a dit Mme Bayamrani sur les mauvaises pratiques. Et donc la bonne nouvelle nous vient quand même de l'étude qui a été commandée par l'AFMEJ et qui a quand même pu montrer que nous arrivons à atteindre une base de 1 million de lecteurs par jour, n'est-ce pas, Mme Bayamrani, pour 300 000 exemplaires. Ça veut dire qu'avec tout ce qu'il y a, avec tout ce qui se passe dans cet écosystème, il y a un potentiel de développement encore à faire. Et je crois qu'il y a d'autres solutions. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas de dialogue et qu'on continue peut-être sur des points très très importants, et notamment vos recommandations, messieurs, madame. Le Conseil national de la presse, Bayamrani, est-ce qu'il a un rôle pour maintenir la pérennité des organes de presse? Excusez-moi, avant d'arriver au Conseil national de la presse, vous êtes dans les recommandations, j'aimerais bien dire... On n'est pas encore dans les recommandations, madame. On est vraiment sur ce point de subvention. Et si vous voulez peut-être réagir, mais ma question était, vu qu'on parle de solutions,
pas encore recommandation. Est-ce que le Conseil national de la presse peut jouer ce rôle? Écoutez, le Conseil national de la presse, ses attributions sont très claires. C'est l'autorégulation de la profession. Il y a à l'intérieur du Conseil national de la presse des commissions, dont une qui est chargée de la mise à niveau de l'entreprise de presse, oui. Mais ce n'est pas sa première préoccupation au Conseil national de la presse. C'est l'autorégulation. Alors là, vous avez dit tout à l'heure, il y a ici la fédération qui est représentée. Effectivement, au niveau de la fédération et au niveau du ministère, nous sommes en train de réfléchir à ce qui pourrait nous sortir de ce il faut qu'on fasse. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu? Qui participe à cette réflexion? Enfin, quels sont les organes qui sont représentés? Pour l'instant, c'est la fédération avec le ministère et nous en parlons avec le Conseil national de la presse. Voilà les trois acteurs principaux qui sont en train de préparer ce dont vous déploriez l'absence depuis tout à l'heure, un débat national. Nous sommes en train de préparer, nous sommes en train de réfléchir, pas encore d'entrer dans les détails, mais nous sommes en train de réfléchir en partenariat avec le ministère et nous allons en parler aussi avec le Conseil national de la presse, à des états généraux de la presse. Les états généraux de la presse qui vont faire que tout l'écosystème viendra expliquer quelle est la situation dans chaque branche du secteur, où on en est, quel est le niveau de la crise. Et c'est pour ça que nous avons lancé, en partenariat avec le ministère, une étude. Ils sont en ce moment en train d'y travailler. Nous devons avoir les résultats le 1er mars. Avec le ministère. Sur une étude sur quoi exactement? Alors, une étude qui doit répondre à 2 questions principales. Quelle est la situation financière du secteur exactement aujourd'hui? C'est-à-dire au niveau des entreprises de presse, au niveau des imprimeries, au niveau des distributeurs, dans toutes les branches du secteur. Ça, c'est une question. Et la deuxième, parce que nous savons aussi quel est le rôle du secteur de la presse, c'est quel est en chiffres exacts aujourd'hui le nombre d'emplois que nous prenons en charge dans tout le secteur, pas uniquement la presse. Dans tout le circuit, voilà. Parce que ce sont des milliers d'emplois directs et indirects qui peuvent, si le secteur sombre, devenir des milliers de chômeurs. Nous n'arrêtons pas de le répéter. Alors, il y a deux contrats-programmes qui ont été mis en place avec le ministère. Et quel en est leur bilan? Non. Les contrats-programmes, c'est pour gérer la subvention. Oui, mais voilà. Est-ce qu'il y a un bilan, puisqu'on parle de chiffres? Nous sommes toujours sur le dernier contrat-programme, puisqu'il n'y en a pas encore un de nouveau. Nous allons voir ça avec le ministère. Monsieur le ministre était entièrement disposé à en parler avec nous. Et donc, nous sommes en train de préparer. Nous attendons simplement la sortie du décret qui organise ça. C'est sur la base de cela que nous irons sur le contrat-programme. Mais le bilan, écoutez, le bilan, c'est celui de la subvention. C'est celui du travail de la commission paritaire. Ça n'est pas le bilan du secteur. Le contrat-programme, ça n'est pas le bilan du secteur. Sachant que la subvention représente 6%, 6% des revenus. Le contrat-programme n'est signé qu'entre le ministère et la fédération des éditeurs de journaux. Très bien. Ça concerne la subvention. Alors, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes... Non, rapidement, une chose importante. On est en train de parler de subventions. On est en train de parler de subventions. Oui. Et on est en train de parler de modèle économique, d'efficacité justement, économique. Maintenant, on va parler de modèle économique. C'est vraiment... contradictoire. Comment voulez-vous mettre sous perfusion un secteur qui n'arrive pas à être performant? Il y a une explication, vous le savez, vous la connaissez. L'explication est simple. Non, je ne la connais pas. Ça fait partie, c'est un engagement de l'État pour la diversité politique, culturelle, et que tous les États soutiennent les secteurs pour pouvoir justement garder cette... Sinon, ce serait que les porteurs de capitaux. La seule chose qu'on demande, c'est que cette perfusion de la subvention, c'est peut-être une perfusion. Qui a évolué. Il faut qu'elle dure, bien sûr. Mais ce que nous demandons avec les États généraux, c'est qu'il y ait une réflexion commune pour qu'il y ait juste une mise à plat de la situation et réfléchir au modèle économique pour aller de l'avant. Ok, alors écoutez, vous avez parlé de capitaux, c'est très bien. Aujourd'hui, l'investissement dans la presse est monnaie courante au Maroc. Bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas que... Voilà. Sans citer de nom, on sait qu'il y a des groupes financiers qui sont derrière des journaux.
Il y a même ceux qui soutiennent. Ben c'est vrai, c'est la vérité. C'est sur les tours de table. J'ai un autre avis, mais bon. Non, il y a une réalité. On peut aller au registre central de commerce et on peut vous sortir exactement. C'est vrai, mais un investisseur, vous savez, n'investit jamais à perte. Non. S'il voit que ça ne va plus. Ça fait partie. Non, après le retour sur investissement est différent. Peut-être qu'il n'attend pas des bénéfices. Non, parce qu'il n'y a plus de nouveaux investisseurs. Ou financiers. S'il vous plaît. Mais franchement, il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que nous sommes là dans un débat en train de défendre cette subvention, parce que cette subvention à la base, elle ne constitue que 6%, il faut que les gens le comprennent aujourd'hui, que 6% du total revenu de la presse. 2-3 mois. Essentiellement, la presse aujourd'hui, sans problème, je parle de la presse papier, c'est qu'elle est restée figée sur le modèle publicitaire, alors qu'elle peut aujourd'hui être innovante, sortir un peu de ce confort et se positionner un peu dans le service, aller plus loin dans sa démarche de création de valeur, surfer un peu sur cette vague du digital, parce que le digital lui donne aujourd'hui une puissance dont elle n'a pas réellement. Ce qu'elle fait déjà. Oui, ce qu'elle fait déjà, mais ce qu'elle ne fait pas, par contre, c'est que sa data, elle ne le gère pas encore. Elle ne gère pas ses communautés comme il se doit. Elle sert ses data aussi. Alors, ça tombe bien. Comme ça, nous donnons nos recommandations pour un meilleur modèle économique de la presse. J'ai envie de dire, il nous reste 8 minutes. Moi, personnellement, si on pose la question, je veux qu'on parle d'un fonds de restructuration, je veux qu'on parle d'un fonds d'accompagnement de ces entreprises pour qu'elles se transforment. Il faut qu'on parle de transformation aujourd'hui. En fait, c'est comment utiliser les subventions. C'est ce que vous dites. C'est pas donner les subventions. À quoi serviraient ces subventions pour non seulement maintenir ces organes en vie, mais aussi qui deviennent plus performants ou en tout cas qui changent leur modèle économique. Alors, quelles sont vos recommandations? Alors, moi, je n'ai pas de recommandations. Vous n'avez pas de recommandations? Non, il y a un constat. On parle du secteur de la publicité. Et on n'a pas dit une chose importante. C'est l'un des secteurs qui est le moins capitalistique au Maroc. C'est-à-dire que si on explique que, par exemple, entre l'affichage public, entre la télévision, en fait, la presse écrite, elle n'a que les broutilles à la fin. Quand vous avez un affichage public qui vend une face à 15 000 dirhams pendant un mois et un journal qui vend une moitié de page à 15 000 dirhams ou un quart de page, ce n'est pas comparable. C'est-à-dire, si on veut véritablement faire fonctionner la manne publicitaire, il faut que l'État, justement, intervienne pour que les tarifs à l'écran, sur la télévision, sur la radio montent, pour pouvoir, et que les tarifs sur l'affichage 4x3 outdoor puissent augmenter aussi, et qu'à la fin, on va retrouver une bonne partie qui va pouvoir aller à la presse écrite. C'est des recommandations pour l'État que vous venez de faire, Driss Essaoui. Et Hicham Kouar, non, vraiment, il nous reste très peu de temps. Si vous avez, je sais que vous avez préparé des recommandations, vous avez travaillé dessus. Donc, si vous voulez les partager avec les téléspectateurs, c'est le moment. Il faut qu'on dise aux téléspectateurs de quel chiffre on parle. On parle d'un marché qui est stable, qui est de 5 milliards de dirhams bruts depuis un moment, et avec, bien entendu, une spécificité, c'est les radios qui ont émergé à partir de la libéralisation depuis 2006, et bien sûr le digital aujourd'hui, qui fait pratiquement le même chiffre, la même performance que la presse papier. Donc ils sont tous les deux à 10% de part. Moi, quand j'ai intégré en 2007, la part de la presse papier, elle était pratiquement de 30%. Donc 2/3, effectivement, de l'investissement publicitaire qui partait. Donc je vous le dis, oui, effectivement, il y a eu une érosion de cet investissement, mais ce n'est pas irréversible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que la presse, aujourd'hui papier, a les moyens de se réinventer. Pourquoi? Parce qu'elle a démontré déjà qu'elle peut créer de la valeur, qu'elle peut la véhiculer différemment. Il faut, pour les recommandations, peut-être dire 2 choses importantes. Il faut qu'on mette le lecteur au centre des préoccupations aujourd'hui et qu'on sorte du vieux schéma où on privilégie effectivement la publicité plus que le lecteur. Ça, c'est une première recommandation. Donc il faut faire valoir ce droit à l'information et rester sur la qualité de l'information. Deuxième recommandation que j'ai notée, il faut ériger les journaux en médias à part entière. J'étais en France il y a 5 ans, 6 ans, avec un grand expert de la communication qui m'avait dit il faut qu'on s'apparente un peu au secteur de la mode. Les stylistes ne font pas leur business avec la haute couture, ils la font avec les extensions de marque.
Donc il faut qu'on mette le journalisme dans un écosystème Oui, où il y a le numérique, où il y a les conférences, où il y a les débats, où il y a les salons. Donc il faut que les marques aujourd'hui, les marques médias, sortent un peu et partent à la rencontre de leur marché. Et qu'elles se considèrent marques déjà. Et qu'on se considère marque, et ça, c'est un changement de paradigme. J'ai aussi d'autres recommandations qui sont vraiment très évidentes. Quand on dit une bonne gestion de marque, on parle du strict respect de l'identité et de la ligne éditoriale des projets. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Vous l'avez dit au début, parce que nous avons un rôle, et notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner la société dans ces transformations, de l'éclairer, de modérer le débat. Nous avons vu aujourd'hui quelles sont les conséquences de ce recul du rôle de la presse, parce que tout le monde aujourd'hui, il faut le dire, s'érige en médias. Il y a ce foisonnement de la communication directe qui a un peu aussi brouillé le jeu et qui a effectivement créé les dégâts. Qui sépare les médias sérieux des autres médias. Peut-être qu'on n'a pas le temps de... Et puis il y a un point important, il faut qu'on s'ouvre aux jeunes. Il faut qu'on aille sur l'open innovation aussi, l'innovation. Il faut qu'on fasse en sorte à ce que les jeunes viennent chez nous et eux, bien sûr, présentent le modèle. Il faut aussi, moi je le dis, il faut aussi qu'on se garde de créer ces clivages entre les rédactions classiques et les rédactions digitales. Ce ressentiment que nous sommes en train de créer et qui est en train d'apporter une nuisance à la cohérence de la marque. Il faut qu'on ait aujourd'hui, je le dis, cette manière de faire travailler toutes les rédactions ensemble. Je le dis, le digital first, c'est important. Il faut qu'on parte du digital, de la création d'informations du digital et garder pour le papier tout ce qui est à forte valeur journalistique. Alors, il reste certes beaucoup de recommandations, je n'en doute pas, Hicham Kouar. Je donnerai à présent la parole à Bahia Amrani pour justement nous partager avec nous ces recommandations pour ce modèle économique de la presse. Écoutez, moi je vais vous dire, j'en reviens aux États généraux et à la réflexion globale et commune. Je pense que si nous réfléchissons tous ensemble, nous pouvons tous ensemble apporter des solutions et avec un benchmarking. Il y a des pays où la presse papier a très bien réussi. En ce moment même, au moment où il y a des crises partout. Il faut peut-être aller voir de ce côté-là. Il faut peut-être aller voir quel est l'élément important qui fait que la presse papier intéresse ou n'intéresse pas en fonction du contexte et de la cible, du lectorat, du pays. Parce que ça ne marche pas, si ça marche ici, ça ne peut pas marcher là-bas, parce que les gens payent leurs abonnements et payent pour avoir cette presse, justement. Nous, ce qu'on souhaite tout simplement, c'est qu'il y ait une réflexion générale, d'où les États généraux, une réflexion générale, une mise à plat, parce que nous sommes trop enfoncés dans la crise. Et puis, de cette réflexion sortira un nouveau modèle sur lequel tout le monde peut aller en diversifiant selon la cible et les centres d'intérêt. Et les centres d'intérêt. Idriss Aissaoui, un dernier mot. Un dernier mot, ce sera pour faire cette révolution numérique et non numérique de la presse, il faut s'intéresser à la ressource humaine. Très bien. Si elle est qualifiée, la grande mise à niveau commencera par là. N'oublions pas que disons même la presse web, elle a profité de la presse écrite. Ses premiers soldats, c'était des journaux, des journalistes de la presse écrite. Si on veut faire évoluer cela, former l'homme et la femme, leur donner, il faut les traiter de manière digne, parce qu'en fait, on a l'impression dans certaines rédactions qu'on est dans des casernes. Les journalistes sont épiés, ils sont surveillés, ils n'ont aucune capacité de créativité. Et alors, si vous n'avez pas cette ressource qui est valorisée, vous ne pouvez pas espérer faire, justement, comme le dit Hicham Kouar, un produit de qualité où vous pouvez faire tout ce que vous ne faites pas sur le web. Peut-être ne pas réduire le journaliste à sa seule valeur économique. Et donc, bien sûr, le débat est tout aussi important. Les enjeux de société sont en jeu, pour le coup. Ouais. Merci beaucoup, Hicham Kouar. Je sais que cette discussion ne peut pas se limiter à 52 minutes, mais malheureusement, les 52 minutes se sont terminées. La presse est vivante. Non, on ne dit pas qu'elle est morte, justement. On dépeint tous les tourments. Elle est vivante. Oui. Et nous sommes là pour la maintenir en vie. Et plus vivante que jamais. Donc. Très bien. Alors, on finit sur cette note très optimiste. Merci beaucoup, messieurs, madame, d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.